bonsoir à tous. Bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. C'est parti, voici le programme. Dans notre grand débat ce soir, nous reviendrons sur le malaise des étudiants. Ils dénoncent une précarité grandissante, une détresse sociale et l'immolation de l'un des leurs vendredi dernier a été la goutte d'eau. Série de manifestations hier et violences devant plusieurs universités, mais aussi devant le ministère de l'Enseignement supérieur. Réaction ulcérée de la plupart des responsables politiques. Les étudiants vont-ils trop loin? Pourquoi cette violence? Hashtag ALPL pour réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons également en salle des conférences pour recueillir les réactions des sénateurs et sénatrices. Et ce sera votre micro, Fanny Conqui. Oui, nous serons notamment avec Pierre Ouzoulias, le sénateur des Hauts-de-Seine. Il réagira à cette manifestation, à la colère des étudiants. Il réagira aussi aux propos d'Amélie de Montchalin, la secrétaire d'État, qui estime qu'il y a une forme de récupération politique derrière ces événements. Merci Fanny, à tout à l'heure. Enfin, notre match des idées, échange de points de vue ce soir entre le général Dominique Trinquant et Driss Ait Youssef. Nous reviendrons sur le risque terroriste en France. 4 ans après les attentats du 13 novembre, les choses bougent. Al-Baghdadi a été tué, Daesh a perdu une bataille militaire. Pourtant, le risque ne faiblit pas. Pourquoi et que change le retour des djihadistes? On ouvre la discussion avec nos invités. D'abord, les hommages et les réactions au Sénat avec Samia Dechir. Ici qu'a résonné la première explosion. La cérémonie d'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 s'est ouverte ce matin aux abords du Stade de France de Saint-Denis. Le cortège a ensuite rejoint Paris pour se rendre devant chaque bar et restaurant où les terroristes ont tué et blessé ce soir-là. À chaque étape, une gerbe de fleurs a été déposée et le nom de toutes les victimes lu à haute voix. Nicolas Degenhardt, Lucie Dietrich, Elif Dogan. L'itinéraire mémorial s'est achevé selon le même rituel devant la salle de concert du Bataclan où 90 personnes ont perdu la vie le 13 novembre 2015. David Assouline représentait le Sénat à la cérémonie. Il y a encore une émotion très forte, intense. On a l'impression que c'est là, que c'était hier et tout remonte vite. Quand on regarde aussi et qu'on salue les familles des victimes, on sent bien que voilà, ça nous ramène tous, chacun à ce qu'on a vécu ce soir-là. Dans l'après-midi, l'hommage s'est poursuivi au Sénat à l'ouverture des questions d'actualité au gouvernement. De la droite à la gauche de l'hémicycle, les sénatrices et sénateurs se sont tous levés en mémoire des victimes, aux côtés des membres du gouvernement. Je vous invite à observer un court moment de recueillement. Un hommage unanime pour rappeler le message d'unité lancé par les familles des victimes et les survivants des attentats au lendemain du 13 novembre. Nous devons garder en mémoire cette journée si douloureuse pour notre pays. Elle nous a renforcés dans notre détermination à rester résolus et unis face à la menace terroriste et à défendre plus que jamais les valeurs de la République que nous avons en partage. Les attentats du 13 novembre ont fait plus de 130 morts et 350 blessés. Ce sont les plus meurtriers qu'ait connu la France à ce jour. Allons plus loin dans le match. Donc, je vous présente tout de suite nos invités. Général Dominique Trinquant, bienvenue, spécialiste des relations internationales et ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Driss Ait Youssef, bienvenue à vous également, président de l'Institut Léonard de Vinci, docteur en droit public et spécialiste des questions de sécurité. Merci à tous les deux d'être ici. Dominique Trinquant, il y a 4 ans, jour pour jour, quasiment à l'heure près, des djihadistes de Daesh assassinaient 130 personnes à Paris et à Saint-Denis. Est-ce qu'un tel attentat d'une telle envergure pourrait se reproduire aujourd'hui en l'état actuel des menaces? Alors, en l'état actuel de la menace, probablement. En l'état actuel de notre niveau de vigilance, nous espérons que non. D'accord. Je veux dire par là que les djihadistes, avec cette idéologie absolument nihiliste qui consiste à tuer tous ceux qui ne pensent pas comme eux, à les massacrer, persiste. Elle persiste ailleurs, elle persiste sur notre territoire, elle persiste. Donc le danger est là. En revanche, il est évident que depuis 4 ans, on a fait beaucoup de progrès dans le renseignement, dans la capacité d'intervention. Beaucoup de choses ont été faites. Et donc c'est là où je dis, j'espère que dans le renseignement en particulier, parce que ça demande quand même un peu de préparation, ces opérations-là. Et donc, si le renseignement fait bien son travail, il arrive. Autant il n'arrive pas à détecter ce qu'on appelle un loup solitaire qui d'un seul coup se décide avec un
couteau de cuisine à tuer quelqu'un, autant amener des armes, des explosifs, coordonner des actions, etc. Ça réclame. Interviennent avant. Voilà, le renseignement normalement doit. D'ailleurs, les chiffres qui sont annoncés aujourd'hui, c'est qu'il y a 4 attentats qui ont été déjoués depuis le début de l'année. Naturellement, on n'en dévoile pas tous les secrets, mais bien sûr, c'est le travail du renseignement. Une source sécuritaire citée de manière anonyme dans le Parisien, Driss Ait Youssef, nous dit « L'État islamique n'est plus en capacité de projeter en France ni même en Europe un attentat tel que le 13 novembre ». Est-ce que vous êtes d'accord? Et donc d'accord avec le Dominique Trinquant qui nous dit, avec les renseignements, normalement, un attentat d'une telle ampleur, c'est plus possible. L'État islamique, en tant que proto-État qui dispose d'une administration avec ses propres services secrets, avec son propre service de planification, assurément non. Parce qu'aujourd'hui, c'est une organisation terroriste qui a été en partie démantelée, mais qui reste extrêmement dangereuse parce qu'elle est redevenue au même niveau qu'Al-Qaïda, c'est-à-dire une organisation terroriste disséminée un petit peu partout dans la région et qui essaime dans d'autres parties du monde, notamment dans la zone sahélo-saharienne. Dans le même temps, on voit bien que la menace aujourd'hui, c'est une menace d'individus, même si elle est par exemple endogène. Ce sont des individus qui n'ont pas besoin, j'ai envie de dire, d'une autorisation ou d'un feu vert venant de Syrie ou d'Irak pour commettre un attentat. Donc la menace, elle reste, j'ai envie de dire, quasiment identique, sinon peut-être plus élevée, avec les individus qui sont sur le point de revenir et d'autres qui sont emprisonnés, qui sont sortis et d'autres qui devraient sortir en 2020. C'est juste qu'elle a changé de forme. Oui, tout est question des moyens à utiliser pour un attentat. Un camion sur une voie publique un 14 juillet, on l'a vu à Nice, ça c'est toujours envisageable. Alors bien sûr, on prend des mesures maintenant dans les manifestations importantes, mais dans les rues de Paris aujourd'hui, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, et là, il y a besoin de quelqu'un de déterminé qui prend un camion et qui le fait. Et donc, c'était extrêmement... Alors, en revanche, ce qui a beaucoup évolué aussi, c'est la réactivité de la population. La capacité... Il y avait un attentat qui a eu lieu, je ne me souviens plus exactement où, dans Paris. Oui. Et en fait, on a vu tout de suite les gens qui rentraient dans des bars, les bars qui fermaient les rideaux immédiatement. On voyait qu'il y avait tout de suite des réflexes qui se sont mis en place. Donc je pense que tout ceci a progressé. Maintenant, effectivement, c'est la capacité à réunir des moyens. Quand on dit que l'État islamique, Daesh, est capable aujourd'hui de monter un attentat comme le 13 novembre, ça dépend s'il faut amener 25 Kalachnikov avec des gens et avec des explosifs, c'est plus compliqué. En revanche, amener un poids lourd sur une scène et massacrer des gens simplement en rentrant dedans, ça c'est toujours possible. Et est-ce que la France est toujours une cible prioritaire pour Daesh? Je vous pose la question parce que je voudrais vous citer Sébastien Boussois, qui est un chercheur en sciences politiques, qui a été invité sur France Info ce matin. Il nous dit « La France reste la cible numéro 1. La loi sur la laïcité est perçue comme une loi islamophobe et vous ajoutez les polémiques dont la France est spécialiste, la question du voile et toutes ses dérives politiques, et vous vous retrouvez avec une situation extrêmement favorable pour des individus qui peuvent se sentir stigmatisés. » Quel est votre point de vue? Il y a deux raisons. Il y a celle que vous venez d'évoquer. Il faut rappeler que ces dernières années, environ 55% des attentats sur le sol européen ont été commis en France. Oui. Donc ça reste une cible. Ensuite, on est aussi une cible d'opportunité parce qu'on a quand même, depuis maintenant quelques années, il y a eu pratiquement 1300 Français, jeunes Français qui ont quitté le territoire pour se rendre en Syrie ou en Irak. Donc ça constitue évidemment pour cette organisation terroriste une opportunité pour les retourner contre nous et avec évidemment tout ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux ou en tout cas entendre sur l'endoctrinement via les réseaux sociaux et une petite partie de notre population, une jeunesse, constitue une cible de choix favorite pour cette organisation terroriste. Donc c'est effectivement ces deux éléments qui font qu'évidemment on reste une cible de choix prioritaire. Notre engagement également en Afrique constitue un troisième élément qui fait qu'on restera pour longtemps une cible de cette organisation terroriste, comme les autres organisations terroristes, parce qu'il n'y a pas que l'État islamique, il y a aussi Al-Qaïda. Oui, c'est le point que j'allais rajouter. La participation de la France à la lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient, dans la chute de Daesh, avec des forces spéciales, des avions, de l'artillerie, etc., qui ont participé à ça. Et puis, la lutte continue dans le Sahel depuis 5 ans. Et donc, où les forces françaises sont engagées de façon très, très forte contre les djihadistes. Évidemment, que la tentation de dire vous nous combattez à l'extérieur, nous allons vous combattre chez vous, peut être forte. Maintenant, on en revient toujours au problème des moyens à déployer pour mener ces attaques. Bien sûr. Le risque terroriste est-il renforcé également par le retour des djihadistes dont on parle beaucoup ces dernières 48 heures, ceux renvoyés par la Turquie dans le cadre de ce fameux protocole Cazeneuve? Avant de vous poser la question, je voudrais qu'on écoute le secrétaire d'État, Laurent Nunez, qui était l'invité de France Inter ce matin. Il donne quelques chiffres, écoutez.
Au moment où on se parle, on a une déclaration effectivement du gouvernement turc qui nous dit qu'un certain nombre de personnes vont être renvoyées sur le territoire national. Ce seraient des Français, donc les contacts sont en cours. 2014. Près de 250 personnes qui ont été remises dans le cadre de ce protocole par les autorités turques de manière sécurisée et surtout judiciarisée. C'est-à-dire que ces personnes sont prises en charge immédiatement par la justice à leur arrivée. Et pour les majeurs, bien évidemment, c'est la case prison. Driss Ait Youssef, il y a deux choses qui me frappent. D'abord, il ne confirme pas qu'ils sont 11, alors qu'on entend beaucoup ce chiffre depuis quelques jours. Et ensuite, il nous dit qu'il y en a déjà 250 qui sont rentrés dans ce cadre-là. Est-ce que pour autant, c'est un encadrement suffisant pour nous préserver du risque terroriste de ces gens-là? Alors oui, c'est effectivement ce protocole Cazeneuve. On se souvient de 3 présumés djihadistes qui devaient rentrer à Roissy, puis finalement qui sont arrivés à Marseille parce que le pilote de l'avion refusait de les prendre au retour à Paris. Donc Bernard Cazeneuve s'est déplacé quelques jours après en Turquie rencontrer le ministre de l'Intérieur pour essayer de mettre en place un protocole. Donc quand effectivement... Il fait bien de réexpliquer la source de ce protocole, absolument. Absolument. Donc c'était un couac, surtout que le ministre de l'Intérieur avait communiqué sur le fait que on a récupéré 3 djihadistes alors que ils étaient un petit peu dans la nature, et surtout qu'il y a eu un couac à l'aéroport de Marseille puisque ce qui permettait à un moment donné de les détecter avec leur passeport, le système informatique n'a pas marché. Donc c'était un double bug. Et donc quand le secrétaire d'État Laurent Nunez parle d'une judiciarisation, c'est-à-dire que à la différence de ces Français détenus par des Kurdes, la Turquie est un État avec lequel nous avons des conventions. Et quand on parle de judiciarisation, c'est-à-dire qu'ils sont en détention là-bas. Ils ne sont pas dans un camp, donc ils sont en détention, ils font l'objet d'une judiciarisation, ils ont un avocat, il y a des juges qui s'en occupent, et donc lorsqu'ils les remettent à la France, ils les remettent dans le cadre d'une convention, et donc ils sont pris en charge par des policiers français sur place là-bas, qui les accompagnent jusqu'à l'avion, jusqu'à l'embarquement avion, et ensuite ils sont judiciarisés immédiatement quand ils arrivent ici. Donc c'est un protocole qui marche globalement bien. On est dans un autre cas de figure qui ne correspond pas du tout à ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut voir par exemple dans le nord de la Syrie chez les Kurdes qui les transfèrent en Irak. Là pour le coup c'est un transfert qui est très sécurisé, qui est très encadré, où on a quand même une collaboration avec le gouvernement turc qui est une bonne collaboration, ce qui d'une certaine manière, n'exclut pas que les Turcs se servent de ces Français presque comme une monnaie d'échange. Mais dans le même temps, il y a quand même aussi une responsabilité des Turcs et de dire on ne les remet pas dans la nature, on les confie à un policier qui les remet dans l'avion et ensuite ils sont interceptés à Paris. Donc sur le papier, ils ne nous menacent pas davantage. Ce retour-là. Alors, premier point sur le court terme. Je reviendrai sur le long terme après. Bien sûr. Sur le court terme, il y a d'autres menaces. Il y a ceux que vous évoquiez, c'est-à-dire ceux qui sont dans les prisonniers des Kurdes, dans des camps. Monsieur Le Drian était allé discuter à Bagdad et à Erbil pour qu'il y ait des transferts en Irak. Je ne sais pas où en sont les négociations, mais enfin, il n'y a pas d'annonce qui est réussie, donc on attend de voir ce que ça fait. Ça, c'est une autre menace. C'est-à-dire qu'ils peuvent à tout moment, peut-être s'évader, il y a eu déjà des évasions qui ont eu lieu, et puis pouvoir revenir sur le territoire national. Maintenant, c'est le court terme. Je voudrais parler du long terme. La grosse difficulté, c'est que notre justice n'est pas adaptée à ce type de menace. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de gens, il va falloir qu'on prouve qu'ils ont assassiné, qu'ils ont tué. Et là, ça va être très compliqué. Et donc, on va les condamner peut-être pour participation à un mouvement, etc., à 5 ans. Et puis, ils vont sortir. Et ils ne seront pas guéris. Pardonnez-moi d'utiliser cette expression, mais c'est ça. Et le troisième danger que je voudrais souligner, parce que nous sommes des âmes sensibles en Europe, et on vous parle des femmes et des enfants. J'ai vu un reportage absolument... J'étais en Angleterre le week-end, j'ai vu un reportage absolument effrayant, où on interrogeait les femmes qui ont créé des groupes djihadistes dans les camps, menaçant, voire tuant les autres quand elles n'appliquaient pas la charia, et des enfants interrogés qui disaient « mais repentez-vous de vos péchés ou nous vous massacrerons ». Ils avaient 10 ans. Donc je pense que là, on a une menace, c'est ce qu'on appelle les lionceaux de l'islam, on a une menace sur le long terme, et il ne faut pas, pardonnez-moi l'expression, que nos âmes sensibles disent bah oui, mais ce sont des femmes, ce sont des enfants, donc vous comprenez, c'est pas pareil. Si, c'est pareil. Ce sont des combattants. Les femmes djihadistes portaient des armes. Elles participaient au massacre en les encadrant, en étant à côté et en poussant, voire même. Et les enfants ont été éduqués dans cette... Ils ont vu des massacres depuis tout petit. Totalement donc, brigadés, donc tout ceci, je ne dis pas qu'il faut les tuer, naturellement. Mais je dis que la menace sur le long terme est là. Et la judiciarisation est une réponse sur le court terme qui va permettre effectivement d'encadrer un certain nombre de gens. Et n'oublions pas ceux qui ont déjà été condamnés il y a 4 ou 5 ans.
et qui vont bientôt sortir. Oui, parce que et je Laurent pense que Nunez ceux-ci ne sont pas guéris non plus. Les personnes condamnées pour terrorisme sont surveillées très longtemps, nous dit Laurent Nunez, mais on ne sait pas combien de temps. Et effectivement, ça repousse le problème peut-être de 5-6 ans. Ça repousse effectivement, et puis avec aujourd'hui les individus qui sont suivis par la DGSI, on en compte environ 3000 qui sont, dira-t-on, dangereux. En prison, vous avez 518, ce qu'on appelle des TIS, c'est-à-dire des détenus condamnés pour du terrorisme islamiste. Vous avez 850 individus, donc des condamnés de droit commun qui sont aujourd'hui radicalisés. Vous avez en 2019, je crois, environ 120 personnes qui sont sorties de prison, donc, et vous allez en avoir à peu près 200 en 2020. Donc ça fait évidemment un flux qui est quand même un flux assez considérable, avec ceux qui devraient revenir. Il y en a quand même pas mal, il y en a environ une bonne centaine. Donc ce qui fait que les services de renseignement ont une charge absolument considérable sur leurs épaules, c'est celle de suivre des individus qui sont pour un certain nombre d'entre eux extrêmement formés justement de ces techniques de filature. On se souvient avec Mohamed Merah qui avait échappé à la surveillance et qui avait même réussi, j'ai envie de dire, à bluffer d'une certaine manière les anciens policiers de la DCRI. Donc c'est une vraie problématique, d'autant plus que j'aimerais aussi ajouter un aspect qui me semble pour moi important sur le long terme. C'est-à-dire que la prison aujourd'hui, on sait bien, la surpopulation carcérale ne permet pas à l'administration pénitentiaire de jouer son rôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez environ 366 places en isolement pour justement ces individus. Des cas comme cela. Pour des cas comme cela, répartis dans 76 ou 70 établissements pénitentiaires. La difficulté, c'est qu'on est dans l'enfermement, on n'est pas dans le traitement de la réponse pénale. C'est-à-dire que ces individus, on va les enfermer, la durée moyenne, c'est 8 ans pour association de malfaiteurs terroristes. Donc après, une fois qu'on arrive, c'est finalement, est-ce que la prison leur permet de se réinsérer avec un projet de vie? Parce que c'est ça aussi l'objectif de la prison. C'est pas un pur enfermement, c'est pas une punition où on enferme et puis plus rien. C'est aussi, on prépare l'individu à sa réinsertion. Et force est de constater que aujourd'hui l'administration pénitentiaire, même s'il y a des expérimentations tout à fait intéressantes et prometteuses, n'en demeure pas moins que pour le moment on est quand même assez démunis par rapport à ça. Donc c'est aussi quelque chose qu'il va falloir gérer dans la durée. Et là ça va être effectivement les services de renseignement qui vont avoir la lourde tâche de suivre tous ces individus durant quelques années. Et là je voulais revenir sur ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la difficulté pour les services de renseignement compte tenu du nombre, d'avoir les moyens pour faire ça. C'est quasiment impossible. Et là je voudrais revenir sur la société de vigilance. Ouais, dite par Emmanuel Macron. Ben oui, mais il a raison. Enfin, tout citoyen doit être capable d'eux. L'omerta ne peut pas fonctionner. Le gars qui va aller se cacher dans des quartiers sous la protection de dealers et de choses comme ça, ça ne peut pas continuer. Il faut forcément... C'est pas de la délation, c'est de la protection pour la population. C'est pour que les petits jeunes ne soient pas pris dans cette espèce de machine qui les entraîne à passer du trafic de drogue qui leur passe à des armes et ensuite à l'application des règles qui leur sont imposées par les aînés. Ce sont les dérives. Ce sont les dérives, bien sûr. Bien sûr. Et je pense que là, chaque citoyen a un rôle à jouer de vigilance sur ces sujets-là. Alors, il y a un autre facteur aggravant potentiel pour le risque terroriste, c'est le retrait américain du nord de la Syrie. Il se trouve que Donald Trump recevait aujourd'hui même Erdogan à la Maison-Blanche, mais ce n'est pas vraiment le risque terroriste pour l'Europe et la France qui était au menu des discussions, mais bien plutôt les relations entre les deux pays, l'avenir de l'OTAN et l'achat par la Turquie d'armes russes. Pourtant, ce retrait américain pose question. Fanny Conqui interroge sur ce sujet le sénateur LR Christian Cambon en salle des conférences du Sénat. Il est président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Christian Cambon, quelles sont les conséquences du retrait américain en Syrie sur le risque terroriste en France ? Il y a déjà des conséquences éthiques, c'est qu'on lâche nos meilleurs alliés, ceux qui ont occupé le terrain et ceux qui ont contribué à la victoire sur Daesh et qui nous ont protégés. Donc déjà sur ce plan, c'est vraiment une défaite. Sur le plan de la lutte contre le terrorisme, il est évident que on relâche dans la nature potentiellement un certain nombre de terroristes qui vont rejoindre l'Europe et vraisemblablement la France, avec lequel ils ont le sentiment d'avoir des comptes à régler. Le président Erdogan vient de prendre une mesure qui nous renvoie 11 d'entre eux, d'ores et déjà, ce qui est un début, car d'autres sont annoncés. Donc c'est évidemment pour nous une élévation de la menace terroriste dans notre pays. Et donc j'imagine que le gouvernement est en train de préparer un ensemble de mesures pour faire face à cette arrivée évidemment non souhaitée du terrorisme, singulièrement en ce jour anniversaire qui nous rappelle tellement de drames. La menace terroriste évolue, on peut considérer que ça évolue. Elle évolue parce qu'elle se disperse.
c'est très difficile à partir du moment où des terroristes djihadistes ne sont plus identifiés dans un lieu géographique précis. C'est très difficile de les suivre. Vous savez, pour suivre un terroriste, il faut une dizaine de spécialistes. Et donc, bien évidemment, à partir du moment où on les laisse se promener un petit peu en toutes les directions, c'est un risque supplémentaire pour nous. Et nous suivons ici au Sénat, à la Commission de la Défense et aussi à la délégation du renseignement, tout ceci avec beaucoup d'attention, mais aussi avec beaucoup de crainte, parce que manifestement, la France est bien ciblée par un certain nombre d'entre eux qui souhaitent se venger des malheurs qu'ils se sont eux-mêmes infligés. Le chaos sur place bénéficie au groupe État islamique? Le groupe État islamique se refait une santé, il n'en attendait sûrement pas autant. Alors on peut imaginer que la présence de la Russie, que nous avons aussi réinstallée, et celle de l'armée syrienne, Bachar el-Assad, qu'on a un peu remis en selle, vont profiter de cette opportunité. Mais bien évidemment, c'est un risque très sérieux pour voir le terrorisme gagner de plus en plus l'Europe. Merci Christian Cambon d'avoir répondu à mes questions sur Public Sénat. Et merci à vous Fanny. Une réaction, Dominique Trinquant? Oui, alors on parle de deux personnages, le président Trump et le président Erdogan. Le président Trump a clairement dit, c'est pas mon problème, c'est djihadiste, vous vous en occupez, c'est l'Europe, c'est votre problème. En clair, tout ce qui ne concerne pas l'élection américaine et donc les futurs électeurs américains ne l'intéresse pas. Le deuxième personnage, c'est M. Erdogan. Je voudrais rappeler que c'est un frère musulman et qu'il a été pour le moins pas clair du tout au moment où Daesh a commencé à se lever. Les trafics, Daesh faisait de l'argent avec les trafics de coton, de pétrole, de pièces anciennes, etc., qui toutes passaient par la Turquie. Les djihadistes se faisaient soigner en Turquie. Donc il a été pour le moins pas clair du tout. Aujourd'hui, on peut le dire. complètement complice, oui. Et aujourd'hui, lorsque dans la zone de séparation, là, au sud de la Turquie, il réinsuffle des djihadistes, ce sont des djihadistes qu'il a pris à Idlib, qu'il a reformé, qu'il a équipé et qui aujourd'hui font appliquer la charia dans la zone kurde, qui pour le président Erdogan est une mesure de sécurité puisqu'il éloigne les Kurdes, qu'il considère comme les terroristes majeurs. Donc on voit qu'il y a une alliance entre le président Erdogan et ses mouvements de djihadistes. Donc il faut rappeler que le président Erdogan, au début, était contre Bachar al-Assad. Et il armait des djihadistes pour combattre contre Bachar al-Assad. Donc aujourd'hui, le président Cambon a raison de rappeler la présence de la Russie. J'allais dire, on se raccroche à ce qu'on peut, mais c'est la Russie qui assure, peut-être, et qui lutte avec force contre les djihadistes, parce qu'elle a des problèmes de djihadistes chez elle aussi. Ouais. Donc, à la limite, c'est l'accord avec la Russie qui permet de continuer la lutte contre les djihadistes. En deux points. Le premier point, d'abord, sur ce lâchage, j'ai envie de dire, de nos alliés kurdes. Là, ce point a suffisamment été développé par des spécialistes. En revanche, sur le plan sécuritaire, il y a plusieurs points. Le premier, c'est l'impossibilité pour les Kurdes de à la fois protéger, garder les prisons et combattre, évidemment, que ce soit les organisations terroristes et puis le front turc. Donc ça, c'est extrêmement compliqué, à tel point qu'on a eu une douzaine de Françaises qui se sont échappées d'un camp très récemment. Ensuite, on pousse les Kurdes à se replier. Ce qui fait que le régime de Bachar el-Assad reprend du terrain, et lorsqu'il reprend du terrain, il reprend aussi des prisonniers. Je rappelle que Bachar el-Assad, aujourd'hui, a emprisonné un certain nombre de Français djihadistes. Donc, ils sont dans des prisons syriennes, détenus par l'État syrien. Et puis, vous avez la Turquie également qui a des Français. Donc, tout ça n'est pas très évident, effectivement, à gérer, d'autant plus qu'on n'a pas beaucoup de relations, voire plus de relations du tout avec Bachar el-Assad, avec qui, à un moment donné, il va falloir négocier, parce que lui pourrait faire exactement la même chose que le président Erdogan et nous les renvoyer par le premier avion. Donc tout ça est extrêmement compliqué, et la réalité, c'est que c'est vrai qu'on a perdu un petit peu de temps sur... moi, j'avais dit, sur ce plateau d'ailleurs, que la question, c'était pas de savoir est-ce que les familles, je parle des femmes et enfants, allaient rentrer, mais quand ? C'est une question de temps. Et on voit bien qu'ils vont, à un moment donné, avoir la capacité à rentrer sur le territoire. D'où la nécessité de préparer en amont des dispositifs de prise en charge qui sont quand même aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites avec les services des conseils départementaux, ce qu'on appelle l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, qui prend en charge justement ces jeunes mineurs. Il y a des judiciarisations, c'est quand même assez bien suivi. Et dans le même temps, l'autre question qui pose problème, ce sont ces djihadistes, ces combattants, qui sont encore une fois rompus à ces techniques de guérilla urbaine et pour lesquels nous n'avons
pas de dossier étoffé, étayé, qui permettrait de les condamner sévèrement. Parce que lorsqu'on nous dit, les Américains, mais tenez, on a des dossiers, ils ont participé à des combats, judiciairement, ça ne vaut absolument rien. Donc tout ça est extrêmement compliqué, et donc il va bien falloir trouver une solution. Et si on admet que c'est l'État syrien qui les juge en raison des crimes ou des délits qu'ils auraient commis contre l'État irakien ou contre des soldats irakiens, il faut qu'on en accepte effectivement le jugement d'un État irakien qui est un État souverain indépendant. Et je précise que Donald Trump insiste ce soir sur l'amitié ancienne avec son allié Erdogan. Je voudrais justement qu'on s'interroge un tout petit peu, il nous reste quelques minutes, sur la responsabilité américaine dans la naissance et le renforcement de Daesh, Dominique Trinquant, que nous, Européens, et la France en particulier, subissons de plein fouet. Regardez ce que dit le général Vincent Desportes dans une interview au Figaro Vox. Celui qui porte la faute la plus grave, c'est évidemment George W. Bush et son équipe, je cite, de néocons, composée notamment par Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Paul Wolfowitz. Il porte une responsabilité accablante dans l'actuelle destruction du Moyen-Orient et dans l'exacerbation de l'antagonisme entre les chiites et les sunnites. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais bien sûr, enfin, ça, tout le monde partage ce point de vue-là. 2003, j'étais à New York en 2003 et 2004 au moment où les Américains voulaient passer la résolution permettant d'envahir l'Irak. Nous leur disions, et nous étions les seuls, les Français, à lutter de front contre cette résolution et à leur dire, vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez, c'est-à-dire les armements de destruction massive, vous allez gagner la bataille, ça fait aucun doute, l'armée américaine a suffisamment de moyens, vous perdrez la guerre. Donc ils ont créé le monstre Daesh, aujourd'hui ils se retirent et ils nous laissent encore avec Daesh qui va se renforcer. Mais le problème, c'est comme ça qu'il faut voir le problème a été le même en Afghanistan avec les talibans. Je rappelle que les talibans ont été armés au départ pour lutter contre les soviétiques. Et voilà le monstre qu'on a créé. Et aujourd'hui, Daesh, c'est exactement la même chose, avec bien sûr le problème sunnite-chiite qui se pose en Irak, dans lequel les Américains ont mis, grâce à la démocratie, ou à la loi du nombre, les chiites en place. Et donc, c'est paradoxal, la puissance iranienne contre laquelle ils luttent et qui maintenant a aujourd'hui le pouvoir en Irak et a créé ce monstre de Daesh qui est fait en fait d'anciens officiers principalement de Bachar al-Assad et qui se sont retrouvés sans emploi parce que la deuxième erreur, ça n'a pas été de faire la guerre, ça a été ensuite de faire la débassification. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient un pouvoir, on les a balayés. Donc ils ont trouvé le pouvoir autrement, en se retrouvant dans les prisons, en trouvant une idéologie, l'idéologie de la charia, et puis en prenant des armes et ensuite en déployant ça d'abord en Syrie, puis en Irak. Donc évidemment que toute cette erreur vient de 2003. Et quand vous le dites d'ailleurs aux Américains, j'ai été à New York la semaine dernière, quand j'y suis retourné 2 ans après le vote de la résolution, ils m'ont dit « vous aviez raison ». Et je ne leur avais pas demandé de le dire. Il nous reste 30 secondes. Il y a aussi un élément intéressant, c'est-à-dire qu'au-delà effectivement du fait d'avoir envoyé un tapis de bombe et d'avoir démantelé l'armée qui permettait d'une certaine manière de tenir le pays, c'est aussi ces camps dans lesquels à un moment donné se sont formés al-Zarqawi et al-Baghdadi qui ont été détenus de manière arbitraire par les États-Unis là-bas et qui a fait qu'à un moment donné, ces individus se sont considérablement radicalisés là-bas. Et on va devoir s'arrêter là. Merci infiniment en tout cas beaucoup pour ce match des idées très spécialisé sur le terrorisme. Merci d'y avoir participé. ALPL continue avec le grand débat. Nous revenons cette fois sur la colère étudiante. Précarité, détresse sociale, voilà ce qu'ils dénoncent depuis des mois. Et l'immolation de l'un d'entre eux vendredi dernier a renforcé cette colère. Ils manifestent et parfois ça dégénère, comme hier soir devant le ministère de l'Enseignement supérieur. Avant d'en parler avec nos prochains invités, les faits et les réactions, c'est avec Cécile Sixou. Sous la pression des manifestants, les grilles du ministère de l'Enseignement supérieur ont cédé. Hier, les manifestations en soutien à l'étudiant qui s'est immolé devant le Crous de Lyon pour dénoncer sa précarité ont dégénéré à Paris, mais aussi à Lille où une conférence de l'ancien président François Hollande a été annulée. Il y a eu un tout petit groupe qui a voulu pénétrer dans le lieu, je n'y étais pas, et qui a saccagé... Vous avez été prévenu, vous n'êtes pas venu. Je ne suis pas venu, mais qui a saccagé le lieu et qui a déchiré des pages de livres. François Hollande condamne ces actes comme le gouvernement et l'opposition qui estiment que si l'émotion est légitime, la violence, elle, est inacceptable. Le gouvernement les condamne évidemment car rien ne peut justifier en aucun cas que des violences puissent être commises malgré l'événement tragique dont nous avons malheureusement été témoins. La violence n'est pas possible et ce n'est pas une phrase toute faite quand je dis cela. On ne peut pas forcer les grilles d'un ministère, on ne peut pas jeter des livres à terre, on ne peut pas casser. Lors des questions d'actualité au gouvernement, plusieurs sénateurs de gauche ont accusé le gouvernement d'entretenir la précarité des étudiants. À la jeunesse qui souhaite s'investir dans la connaissance, la culture et les œuvres de la pensée, vous renvoyez le message détestable qu'elle ne serait
qu'une charge. Mais Gabriel Attal, le secrétaire d'État de la jeunesse, se défend. Depuis 2 ans, le gouvernement prend à bras le corps ce problème de la précarité étudiante. Ça fait 2 ans maintenant que nous travaillons sur cette question des conditions de vie des étudiants avec des mesures très fortes qui ont été prises. Je pense à la suppression de la cotisation sécurité sociale. C'était 217 € que devaient payer les étudiants à chaque rentrée. Cette cotisation a été supprimée en 2018. Je pense à 46 millions d'euros d'augmentation des bourses qui ont été annoncées il y a maintenant 2 mois. Gabriel Attal a annoncé qu'il recevra dès demain les organisations étudiantes. Et avec nous pour ce grand débat ce soir, Jean-Raymond Hugonet, bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir, sénateur LR de l'Essonne, membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Anne-Christine Lang, bienvenue à vous également. Bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche de Paris, membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Orlane François, présidente de la FAGE, bonjour et bienvenue, Fédération des associations générales étudiantes, premier syndicat en nombre d'élus. Et Georges Haddad est également avec nous, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, justement, Georges Haddad. Que vous inspirent ces violences étudiantes des dernières heures? Est-ce que vous les condamnez complètement et fermement ou vous les justifiez à certains égards? Non, je pense qu'il faut condamner toute violence, quelle qu'elle soit. Mais il y a différents degrés de violence. Là, c'est une violence spontanée qui s'exprime du fait de la précarité, de la souffrance. Après un drame. Et puis, il y a les violences institutionnelles et politiques qui ne sont pas capables de gérer et de prévenir ce genre de situation. Donc il faut avoir une approche objective de la violence. Et là, votre approche à vous des dernières violences, de celle d'hier soir? La souffrance, elle est là, on la connaît, la précarité est là, la fracture sociale s'aggrave de plus en plus. Donc il ne faut pas s'étonner s'il y a ces manifestations insupportables, je le dis bien, qu'il faut condamner d'une violence populaire, étudiante, qui exprime son mal-être et son malaise. Orlane François, ces violences qui sont condamnées par l'ensemble de la classe politique et de manière quasi unanime en fait partout, comment vous voyez cela? Vous trouvez ça injuste qu'on les condamne, ces violences ou... Alors moi je suis à peu près du même avis que ce que M. Haddad vient de dire. Je pense qu'il faut condamner l'ensemble des violences et en tout cas on n'appellera jamais à des rassemblements et de la violence sur des campus et en dehors des campus. Par contre, moi ce qui va me déranger, c'est que depuis ce matin, la seule chose dont on parle, c'est ça. Et le vrai sujet, il n'est pas là. Ces jeunes, s'ils ont été en colère, s'ils sont en colère aujourd'hui, c'est parce que fondamentalement, il y a un vrai sujet. C'est la précarité. On a des jeunes on a un jeune qui a voulu s'immoler devant un crous. On a des jeunes qui sont quotidiennement en difficulté, qui n'arrivent pas à se nourrir convenablement. Donc il est là le vrai sujet. Et il ne faut pas l'éluder, il ne faut surtout pas le mettre de côté. Alors voyez, nous sur Public Sénat, on ne parle pas que des violences. On a justement prévu de parler d'autres choses. Je vais d'abord vous donner quelques réactions politiques, notamment celle de François Ruffin de la France Insoumise, hier soir sur France 5. Il nous dit ceci: ça répond à une autre violence. Est-ce qu'on doit le prendre pour un symptôme d'une société qui ne propose plus d'espérance? Voilà ce qu'il demande. Et il prend même l'exemple de Mohamed Bouazizi, ce Tunisien qui s'était immolé en 2010 et dont le suicide avait quand même déclenché la révolution de Jasmin. Peut-être qu'avant de vous faire réagir, notamment vous, Jean-Raymond Hugonet, on va regarder une séquence tirée d'un reportage de notre journaliste Béatrice Finzan à Rennes. Elle est allée à la rencontre d'étudiants en extrême difficulté qui mangent notamment grâce à des épiceries solidaires. Regardez. S'il n'y avait pas l'épicerie gratuite, je pense en fait que je serais obligé d'un peu d'interrompre mes études et d'essayer de trouver un boulot, parce que j'ai la même chose, je pourrais pas tellement demander à mes parents parce qu'ils ont du mal déjà. Ils ont du mal déjà eux parfois à joindre un peu les deux bouts. S'il n'y avait pas l'épicerie gratuite, je serais obligé d'interrompre mes études et de travailler. Il y a vraiment des gens pour qui ça sert. Enfin, des fois on a des échos en disant nous on ouvre à 18h. Et les gens disent c'est la première fois que je mange de la journée quoi. Donc forcément on ne peut pas étudier correctement le ventre vide comme ça quoi. Jean-Raymond Hugonet, quand on entend cela, est-ce que ça vous fait voir d'un autre regard la violence auquel on assiste depuis 24 heures? Moi, je ne la vois pas d'un autre regard. La première des violences, c'est surtout quand on est le père d'un enfant quasiment dans cette gamme d'âge, voir un jeune qui s'immole par le feu à 22 ans, quelles qu'en soient les raisons, la violence, elle est là. Et ça, il faut qu'on s'arrête là-dessus 2 minutes. La précarité dans ce pays augmente. Quoi d'étonnant à ce que la précarité chez les jeunes augmente? C'est clair, net. On parle, je voyais des statistiques sur 13,5% des étudiants qui ont déjà renoncé à aller chez le médecin. Oui. Alors que nous, dans le projet de loi de finances 2020, on fait des débats incommensurables sur l'aide médicale d'État
ou l'aide médicale d'urgence. Est-ce qu'un jeune aujourd'hui dans notre pays, étudiant, pas étudiant, peut manquer de soins encore au XXIe siècle? C'est insupportable. Cette société, il ne faut pas s'en étonner, M. Haddad l'a dit et c'est très clair, j'ai pas grand-chose à rajouter, c'était très clair et net. Nous, on vit dans cette société. On n'est pas ici au Sénat dans un vase clos. Voilà, on a une vie sur nos territoires. Père de famille, et on constate cette précarité qui augmente. Ça devient assez insupportable. Donc la violence, ensuite, il faut la condamner, bien évidemment. Mais elle ne vous étonne pas, finalement. Mais elle n'étonne pas. La violence des Gilets jaunes n'a pas étonné. Et là, on sent bien que le feu couve. Il a fallu 10 à 12 milliards d'euros pour acheter la paix sociale. Ces 10 à 12 milliards d'euros ont juste permis de calmer la paix sociale. Les braises sont là. Elles ne demandent malheureusement qu'à repartir parce qu'aujourd'hui, notre nation est fracturée et plus rien ne tient les Français entre eux. Et il faudrait quand même remettre les valeurs centrales de notre nation, qu'elles s'expriment, c'est-à-dire ne pas laisser au bord du chemin ceux qui souffrent le plus. Anne-Christine Lang. Oui, je commencerai évidemment par condamner les violences, parce que tout en étant évidemment profondément bouleversée par cet épisode dramatique. Mais quand on vous dit c'est une violence qui répond à une autre violence, une violence de vie, une violence sociale. On ne peut pas, si vous voulez, et a fortiori quand on est responsable politique, cautionner une violence quelle qu'elle soit. Ce que je trouve extrêmement bouleversant dans le cas de ce jeune homme, c'est effectivement sa situation de très grande précarité et sans doute sa solitude, l'absence d'accompagnement. Comment se fait-il que ce jeune, dans la situation dans laquelle il se trouvait, se voit refuser donc une bourse par le Crous? Comment se fait-il qu'il ne soit pas accompagné, qu'il n'ait pas un interlocuteur, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui arrive malgré tout au-delà de la situation strictement, purement administrative? Non, mais je veux dire, il y a quand même quelque chose évidemment de désespéré dans ce geste, qui évidemment, et on a effectivement tendance à penser que c'est une espèce de brutalité administrative et qu'on devrait quand même pouvoir accompagner davantage ces jeunes. Après, je pense que ce que vous décrivez sur la pauvreté, la précarité étudiante, les différentes fractures du pays, ce climat effectivement très électrique, cette colère qui gronde, c'est vraiment pas quelque chose qu'on découvre d'avant-hier. C'est quand même, c'est quelque chose quand même qu'on a vu depuis des années, qui monte depuis des années, et des situations auxquelles on essaye, et Gabriel Attal l'a rappelé, je pourrais à nouveau le faire, on essaye de répondre, sachant que des problèmes effectivement qui sont enracinés depuis des années peinent à être résolus en l'espace de 2 ans. Alors je sais, vous allez dire, et je vous vois sourire, je vous vois sourire et j'entends que vous allez dire que le fait d'avoir fait gagner 217 € par mois sur la Sécu étudiante, par an, pardon, le fait d'avoir revalorisé les bourses de 46 millions et que 1% c'est pas suffisant, et le fait de construire des dizaines de milliers de logements, etc., c'est pas suffisant. J'entends, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas dire qu'on est resté l'arme au pied. Georges Haddad, je vous ai vu réagir quand je disais que François Ruffin avait fait référence à Mohamed Bouazizi, ce Tunisien qui s'était immolé par le feu, qui avait déclenché une révolution de jasmin. Pourquoi ça vous a parlé, cette image? Vous pensez qu'on en est là? Parce qu'elle est dupliquée justement dans cette affaire de Lyon. Vous savez, le monde étudiant est le reflet de notre société. En France, 30% de la population vit confortablement, parfois même jusqu'à l'indécence. 30% vivent normalement et 40% survivent, madame. Survivent jusqu'à la misère la plus intolérable et la plus absolue. Et on parle de solidarité nationale? Cela est intolérable. La politique est une mission difficile, madame. Moi, je ne suis qu'un universitaire. Mais moi, je suis sur le terrain de la réalité étudiante. Et vous la voyez, cette précarité? Et je le vois en permanence. Vous savez, les étudiants, en majorité, 40% d'entre eux, pour survivre, sont obligés de faire des petits boulots. Parfois même pire, de se vendre, madame. De se vendre, madame. Cela est intolérable. Alors arrêtons. Bien sûr. Arrêtons de faire les tartuffes. Arrêtons de mettre un voile sur les problèmes de la société. Il faut la regarder telle qu'elle est. Il y a eu une faillite du politique
qui s'est aggravée depuis une vingtaine d'années. La fracture sociale devient béante aujourd'hui. Orlane François ? Mais juste pour réagir à ce que vous venez de dire, on ne remet pas en cause le travail qui a été fait sur la sécurité sociale, sur la suppression de la cotisation, sur les 1,1% d'augmentation, mais quelle est la priorité ? C'est la question qu'on pose. Quelle est la priorité aujourd'hui du gouvernement sur les problèmes et les sujets qu'on a envie de résoudre en priorité ? Alors, c'est un autre sujet, vous me direz, mais le sujet du service national universel, qui est pour nous pas une réponse à apporter, qui ne remplira pas ses objectifs. Bah, je vous confirme qu'on s'éloigne un peu. Non, mais c'est juste ce sujet, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on va investir 1,5 milliard d'euros sur ce service national universel. Je veux juste dire quelles sont les priorités. Est-ce que c'est 1,5 milliard d'euros ? Il ne serait pas bon à être investi dans un endroit comme l'enseignement supérieur. Si on arrive à dégager 1,5 milliard d'euros pour ça, je pense qu'il serait peut-être intéressant de les engager sur des dépenses qui seraient... C'est pas facile, c'est pas ce qui est facile, parce que c'est un affichage L'unité politique. sociale et l'unité des jeunes est peut-être aussi un sujet. Ça remplit aussi d'autres missions. Non, le SNU n'atteindra pas ces objectifs. Alors, c'est un autre débat. Une réaction a fait hurler les manifestants étudiants. C'est celle d'Amélie de Montchalin. Vous l'avez peut-être entendu. La secrétaire d'État était l'invitée de Public Sénat ce matin. Et pour elle, l'immolation du jeune de 22 ans devant le Crous de Lyon n'est pas un acte politique. Et elle dénonce une instrumentalisation. Je voudrais qu'on l'écoute. Bon. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit un acte politique. On comprend bien qu'il y a des revendications, il y a des difficultés. Ce que je trouve, moi, dangereux, c'est que dans notre démocratie, certains groupuscules, certains militants politiques se servent de cet événement, le récupèrent, et on voit bien commettre des actes qui ne sont pas, au fond, ce que doit être une démocratie. Une démocratie, ça n'empêche pas un ancien président de la République de s'exprimer dans une université qui doit être un endroit de débat. Alors, je vois que ça vous fait réagir, mais avant de vous demander ce que vous en pensez, on va aller en salle des conférences. On va aller rejoindre Pierre Ouzoulias, qui est aux côtés de Fanny Conquis, sénateur communiste. Pierre Ouzoulias, la secrétaire d'État chargée des affaires européennes, Amélie de Montchalin, a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un acte politique et elle regrettait, elle trouvait dangereux que dans notre démocratie, certains groupuscules, certains militants se servent de cet événement, le récupèrent, je cite. Qu'en pensez-vous ? Moi, je trouve très triste qu'un membre du gouvernement soit autant séparé de la réalité du terrain. Malheureusement, Amélie de Montchalin n'a pas conscience de ce que c'est que la misère étudiante, parce que si elle le savait, elle saurait que ce cas n'est pas isolé. Ce cas est connu parce que malheureusement, les conditions dans lesquelles le jeune Anas a fait son acte ont ému, mais des suicides, des jeunes qui sont dans des situations psychologiques et physiques extrêmement différentes, extrêmement difficiles, il y en a énormément. Qu'elles ne les connaissent pas, c'est catastrophique. C'est catastrophique et ça montre bien toute la distance qu'il y a entre ce gouvernement et la population qu'il ne comprend plus. Alors au-delà de ça, est-ce qu'on peut quand même penser qu'il y a aussi une récupération politique de certains syndicats ? Est-ce que là-dessus, elle a tout à fait tort ? Il n'y a pas de récupération. Il y a une misère sociale étudiante qu'il faut prendre en compte. Le gouvernement ne le fait pas et heureusement que dans ce pays, il y a encore des syndicats, des parlementaires pour le faire. On ne va pas laisser les jeunes tout seuls face à leurs difficultés matérielles. Il n'y a pas de récupération. On défend des jeunes qui ont le droit de faire des études et de s'engager sur un parcours, un cursus universitaire qui est très difficile. Et on ne les aide pas, au contraire, on les dissuade. Alors, on rappelle aussi qu'il y a des manifestants qui ont dégradé la grille du ministère. Il y a aussi une conférence qui n'a pas pu se tenir à l'Université de Lille. Est-ce que la colère justifie la violence ? Il y a un climat détestable depuis 3 ans, et notamment à la suite de Parcoursup, et qui fait que ce gouvernement, de façon générale, est complètement sourd à la colère sociale, n'entend pas, ne négocie pas, ne parle pas. Et c'est aujourd'hui le premier responsable du déchaînement de la violence. Bien évidemment, on peut s'y prendre autrement, par le dialogue, par l'échange. Ce gouvernement a décidé sur l'université de passer en force depuis 3 ans et aujourd'hui, malheureusement, il récolte les fruits de sa politique. Merci Pierre Ouzoulias d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Fanny Jean-Raymond-Hugonet. Aucune récupération politique, ça vous... Alors là, on a 2 réponses politiques. Il se trouve que je connais bien Amélie de Montchalin puisqu'elle a été députée de mon département, l'Essonne. Mais elle est dans une réponse politique qui est à côté de la plaque. Le début de la réponse ou de la réplique de notre collègue Pierre Ouzoulias est intéressante, mais on voit bien qu'à un moment, on bascule dans le politique. Le problème n'est pas là.
Georges Haddad l'a dit, les politiques sont défaillants, de droite, de gauche, du centre, tous ceux qui sont passés sont défaillants. Défaillants. Nous alors? Tout le monde sont défaillants. Je vous le dis, les politiques sont défaillants et ont été défaillants. Défaillants sur quoi? Pas de savoir s'il faut donner 1% ici pour reprendre 10% là. Ils ont été défaillants parce qu'ils ont abandonné la nation. Vous voyez, pour moi, Ernest Renan, ça veut dire quelque chose. Ça sonne à mon oreille. C'est l'envie de faire quelque chose ensemble. Engagés pour leur pays. Oui, ils sont engagés pour leur pays, sauf que je vous le dis, aujourd'hui, ils passent des heures à discuter. Et je le vois, puisqu'on passe des heures à discuter sur des sujets. Aussi. Oui, à agir aussi. Je suis sur le terrain. Mais ce que je vous dis, c'est que l'important, et c'est ce qui va exploser, c'est que la nation aujourd'hui n'est plus incarnée, madame. Elle a été laissée à des apprentis sorciers ou sorcières, plus exactement, et c'est ça qui, dans ce pays, ne va pas. 67 millions de Français ont besoin de vivre ensemble. Et il y a quelque chose qui s'appelle tout simplement la nation, la République, et au lendemain du 11 novembre, pour moi, ça veut dire quelque chose. C'est notre boulot. Le problème, il est là. C'est notre boulot tous les jours. Et pas ailleurs. C'est notre boulot tous les jours. Et franchement, moi, je dois dire que je suis un petit peu choquée, effectivement. Je pense que l'acte de ce jeune homme, c'est un acte de désespoir. Ça, vous l'avez dit, mais choqué par quoi? Par les propos d'Amélie de Montchalin? C'est un acte voilà, de grande solitude, parce qu'il n'y a personne qui peut donner un coup de main. Moi, je trouve ça quand même assez effarant. Et puis, sur la récupération je ne vois politique. pas en quoi il y a une quelconque récupération politique. C'est-à-dire qu'il y a une situation de désespérance, de très grande précarité, et il y a des syndicats étudiants qui font leur boulot et qui attirent l'attention sur la très grande misère, la très grande précarité des étudiants et sur la nécessité de prendre à bas-le-corps les questions de vie étudiante. Ce qui ne veut pas dire que l'on cautionne les actes violents tels qu'ils ont pu se produire, etc. Bien sûr. Mais le fait qu'on attire l'attention à l'occasion de cet événement dramatique sur la situation des étudiants en insistant sur leur très grande précarité, moi je trouve ça, j'allais dire, normal. C'est normal. Et que nous, là où on essaye de tout mettre en œuvre pour y répondre au mieux, sans doute de façon imparfaite, mais nous, on ne prend pas ça du tout à la légère, la question de la pauvreté et la question de la situation des étudiants. Pas du tout à la légère. Et d'ailleurs, les mesures qu'on prend, nous, on a bien conscience qu'il faut qu'ils soient logés, qu'ils se nourrissent bien, qu'ils aient accès à la santé, qu'ils aient... Voilà, c'est vraiment au cœur de notre préoccupation. Je voudrais juste qu'on avance un petit peu. Là, on a abordé un point qui est intéressant, c'est la récupération politique, oui ou non, par des groupuscules, comme le dit Amélie de Montchalin. Je précise, et dites-moi si je me trompe, Orlane François, qu'il y a des élections de syndicats étudiants à la fin novembre, oui ou non? C'est vrai. Il y a des élections constamment sur les universités. Donc à aucun constamment, moment, on n'arrête pas. Donc il n'y a à aucun moment un lien possible entre ces violences soudaines, ces syndicats qui se mobilisent et ces élections, puisque c'est évoqué. Je pose la question parce que c'est évoqué. Non, bien sûr que non. Enfin, il n'y a pas de lien avec les élections ou quoi que ce soit. Il s'est passé réalisons quand même qu'on a un jeune qui s'est immolé devant un crous. C'est pas de la récupération politique, c'est une alerte, encore une fois. C'est une nouvelle alerte qu'on relance. Et je ne considère pas que la FACH soit un groupuscule. Ou alors je me suis trompée, mais la FACH, c'est la première organisation étudiante de France et on s'est alerté, on alerte depuis des années, des mois encore plus, et c'est un vrai sujet. Je rejoins ce que Pierre Ouzoulias a dit. C'est pas malheureusement, alors c'est pas pour jouer dans la surenchère, mais malheureusement c'est pas un cas isolé des jeunes qui mettent fin à leur jour aujourd'hui. On a des jeunes parce que précarité sociale, parce que précarité financière, qui aujourd'hui font des tentatives de suicide, qui malheureusement se suicident. Et ça, nous, on le voit sur les campus, des étudiants qui, par la pression de leurs études, par la difficulté de cumuler les études, l'emploi, parfois du coup d'échec, qui s'attaquent, qui personnellement se font du mal et qui sont en détresse physique, mentale, qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et nous, on le voit, l'épicerie qui passe aujourd'hui à la télé, nous, on en gère une vingtaine sur le territoire des épiceries. Et des jeunes qui viennent nous voir totalement en détresse. Et quand on leur pose la question de est-ce que tu as des économies, ils nous disent ah ouais, j'ai des grosses économies, j'ai 50 € sur mon compte. Aujourd'hui, on en est là, on en est en 2019 quand on additionne les suicides, excusez-moi, mais étudiants, agriculteurs et dans la police, ça commence à faire beaucoup quand même. Georges Haddad. Oui, vous savez, Anas, à mon avis, a voulu donner une dimension politique à sa détresse. Et il faut le respecter. Anas, c'est le jeune. C'est le jeune qui a tenté de s'immoler par le feu. Il a voulu donner une dimension politique à sa détresse. Donc il faut respecter ce message. Vous savez, en mathématiques, il y a une théorie qui s'appelle la théorie du chaos, que les politiques feraient bien d'étudier. Le chaos, c'est la théorie de la sensibilité.
Et à un moment, on atteint un seuil critique à partir duquel on ne peut plus revenir en arrière. Et donc si c'est cela que veulent les politiques, ils le paieront très cher et la nation va le payer très cher. Il y a 3 domaines, mais parfois par inconséquence, par manque de formation, par manque de vision. La politique est une mission difficile. Je ne suis pas un homme politique et je reste humble et modeste. Mais il y a quand même 3 domaines dans lesquels la démocratie doit s'affirmer au-delà du politique. Parce que la précarité, elle est partout, elle n'est pas simplement dans le monde étudiant. Regardez à la santé. Moi, je vis quotidiennement, ma mère est dans un EHPAD, c'est une catastrophe. Les aides-soignantes, à qui on raconte n'importe quoi, vivent une souffrance totale, absolue, et font des métiers que ni vous ni moi ne pourrions faire. Dans le domaine de la sécurité, la police, etc., vous avez mentionné tous ces suicides insupportables. Et donc il y a 3 domaines dans lesquels la démocratie devrait penser autrement que dans le court terme politique. L'éducation, la santé, la justice et la sécurité. Alors, il faut transcender le politique. Les pouvoirs régaliens. Les pouvoirs régaliens. Les priorités budgétaires du quinquennat. Alors, restons dans les universités, si vous le voulez bien. Parmi les violences qui se sont produites hier soir, il y a eu celle de Lille. L'intrusion dans un amphithéâtre a débouché sur l'annulation d'une conférence de François Hollande. Et là, on ne sait plus très bien si ce sont des violences liées à la détresse étudiante ou si c'est une volonté d'empêcher certains de s'exprimer dans l'université. Parce que cela arrive après les affaires Agazinski et Sifawi. Tout le gouvernement dénonce une atteinte à la liberté d'expression. Jean-Michel Blanquer, Franck Riester, Dominique Vidal. Je vous lis juste le communiqué de la ministre de l'Enseignement supérieur. L'université doit rester un lieu d'ouverture, de débat et de tolérance. Porter atteinte à la liberté de débattre, c'est porter atteinte aux valeurs de l'université et de la République. Même condamnation du secrétaire d'État Gabriel Attal tout à l'heure au Sénat, au micro d'Alexandre Poussard. Écoutez. Il y a un malaise, une émotion qui a été suscitée par ce qui s'est passé à Lyon. Puis il y a des violences d'ailleurs qu'on avait vu se multiplier avant même cette situation. Je pense à la conférence de Sylviane Agacinski, je pense à la conférence sur la radicalisation qui avait dû être annulée à cause de ces violences. Et nous condamnons les violences. On ne peut pas accepter qu'il y ait des violences. Encore une fois, il peut y avoir des revendications, il peut y avoir des mobilisations. C'est totalement légitime et c'est ça la démocratie. Mais on ne peut pas accepter les violences et évidemment on les condamne très fortement. Orlane François, ce sont d'autres violences, c'est une autre violence, c'est le fait d'empêcher ces conférences, ces débats de s'organiser dans l'université. Ce sont les mêmes personnes qui... On n'arrive pas bien à comprendre. Je crois que c'est compliqué. J'étais pas présente hier soir à Lille. Je ne sais pas qui, dans quel moment. Vous êtes représentante de la FAGE, vous savez bien quand même ce qui se passe, j'imagine, dans les universités. Est-ce que oui ou non, il y a une atteinte régulière à la liberté d'expression? On sait ce qui se passe. Écoutez, il y a déjà eu des situations où, en effet, il y a eu des conférences qui ont été bloquées, des cours, pas des conférences. Je crois que c'était un cours. Même pas. Je vous laisse expliquer. C'est aberrant. Et en effet, je crois qu'on en est. Il faut jamais qu'on en arrive à là. Bien sûr que oui, l'université doit rester un lieu d'ouverture, de débat, de dialogue, et on n'en doit jamais arriver à bloquer des expressions et empêcher les gens de s'exprimer, même si on a un avis qui est à l'opposé du sien. Ça, c'est fondamental. Après, hier, en effet, pareil, on ne peut que condamner ce qui s'est passé hier soir à Lille, et en tout cas, nous, c'est pas dans notre façon d'agir. Et il ne faut pas que ça continue ce genre de démarche. Non, mais la question qui se pose au fond, c'est est-ce que la précarité, ce pourquoi beaucoup manifestent, et sûrement à juste titre, devient un prétexte pour aussi empêcher certaines choses à Non, vraiment pas. Enfin, c'est pas un prétexte pour aller empêcher. C'était une manifestation qui, sans doute, découlait d'une mobilisation autour du Crous qui se passait quelques heures avant. Et étant donné que dans le message qui est laissé par Anas, il accuse également François Hollande de sa situation. Il y avait François Hollande qui était à Lille. Je pense qu'il y a eu un raccourci et en tout cas une méthode qui est utilisée. Mais bien sûr que c'est condamnable. Mais bien sûr qu'il ne faut jamais dans une université porter atteinte à la liberté d'expression. En tout cas, il faut plus que ça arrive. C'est pourtant ce qui commence à se passer de plus en plus souvent dans Georges Haddad. Vous le vivez, vous, en tant que président d'université? Absolument pas. Aucune pression? Non. Et je tiens à remettre les pendules à l'heure. Cette affaire de formation, c'est une formation courte, non diplômante. Vous parlez du cas de Mohamed Sifawi. Oui, Sifawi ou autre. C'est pas le même cas qu'Agazinski. Ah non, Agazinski, là, je condamne. Ni celui de François Hollande. Là, je condamne, pour le président Hollande, je condamne totalement. Ouais. Là, il s'agissait simplement, dans mon université, d'une formation courte de 2 jours, non renouvelable, payante, adressée à un public de 10 à 15 personnes. Et il y a eu une montée de contestation. J'ai voulu, pour éviter que les choses ne s'enflamment, reporter cette formation. Donc elle aura lieu.
Mais je vais même aller plus loin, madame. Ouais. Je vais lancer un cycle de conférences en Sorbonne avec sur Mohamed les problèmes Sifawi. de la radicalisation dans tous ces États, avec un comité scientifique de haut niveau. Et je fais appel à Public Sénat, PS, Panthéon-Sorbonne, PS. Nous sommes faits pour nous unir et travailler ensemble à ce cycle de conférences sur 4 ans. Une question très concrète. Je fais un appel. Avec Mohamed Sifawi ou pas Mais il viendra s'exprimer, Mohamed Sifawi et tous les autres. Il n'y a aucune pression d'aucune sorte dans les universités aujourd'hui. Chez moi, jamais, je n'ai pas subi. J'ai eu des récriminations, aucune menace. Je ne suis pas un homme sensible aux menaces. Il n'y a eu aucune menace. Il s'agissait d'une petite affaire qui ne méritait pas un tel traitement médiatique. Mais parce que c'est arrivé après le cas de certains médias. Surtout, il y a eu des cas. Il y a eu des cas. Il y a eu des cas. Et ça, il y a eu des cas, mais je crois qu'il faut arrêter de dire que tout d'un coup ça explose et qu'il y a une radicalisation forte sur le mouvement étudiant. Non, enfin c'est pas vrai. Enfin, je vous dis, on est sur les universités, c'est pas vrai. Il y a des cas extrêmes qui arrivent. Jean-Raymond Hugonnet, est-ce que vous avez quand même quelques inquiétudes? Des inquiétudes, on peut en avoir, mais là où on reparle des braises. Attendez, s'il vous plaît, on écoute Jean-Raymond Hugonnet. Je vous donne la parole juste ensuite. Où on reparle des braises parce qu'elles sont encore là, il y a deux choses. Il y a ce qui est de l'autorité et ce qui est de la liberté d'expression. Absolument. En ce qui concerne l'autorité, vous avez un recteur qui dit, voilà, intelligemment, j'ai pensé qu'il fallait différer, et on va faire, et on continue. Voilà. Et il y a une autorité qui s'exprime. De l'autre côté, la liberté d'expression, c'est pas la foire à tout. Et ça, il faut commencer à le comprendre, parce que même quand on regarde légalement les choses, cette liberté d'expression dont nous sommes fiers ici en France, elle est quand même très encadrée. Je ne voudrais pas reprendre certains éléments historiques, notamment à l'époque de Manuel Valls, par exemple, quand il a été ministre de l'Intérieur. Mais on a bien vu que cette liberté d'expression, elle peut être ou combattue, ou elle peut être mal interprétée. Ce qui est clair, c'est... Bah oui. Mais vous savez, encore une fois, il n'y a qu'à regarder ici des gens qui sont en France... des gens qui ont éclairé le monde. Albert Camus disait, je crois, mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur du monde. C'est exactement ça. C'est comme pour la nation, j'en reviens là, c'est pas une idée fixe, mais croyez bien que si on réexplique les choses au peuple français, on va quand même comprendre des usurpations, des situations où chacun profite pour remettre un petit peu d'huile sur le feu. Voilà, les choses sont simples. Il y a l'expression d'une autorité et il y a la liberté d'expression et de respecter autrui. Anne-Christine. Oui, pour revenir sur les événements de Lille, moi j'ai trouvé ça effectivement choquant. Hein, c'est vraiment des scènes violentes. Quand on voit des étudiants dans un amphi qui déchirent des livres, excusez-moi, mais enfin le symbole est quand même pas très heureux. Hein, sur le rapport au savoir, etc. On peut manifester son désaccord, mais même si ce livre-là, on déchire pas. Alors vous y voyez des livres quoi et on déchire vous pas y voyez quoi? Une forme de radicalisation, pardon pour ce terme, parce qu'il est un peu connoté aujourd'hui. Non, là, en l'occurrence, sur Lille, je ne sais pas si ça avait, comme vous disiez, il y avait un rapport, parce qu'il manifestait devant le Crous, donc je ne sais pas s'il y avait un rapport avec l'immolation de ce jeune, ou si c'était simplement une manifestation dirigée contre la pression. Je vous pose la question parce que c'est flou, et qu'on s'interroge un peu. Ce qu'on constate quand même, et ce qui doit, me semble-t-il, nous interpeller, effectivement, c'est la difficulté ou les obstacles qui sont mis pour que certains, je pense à Sylviane Agacinski par exemple, qu'elle s'exprime dans une université qui doit quand même être le lieu du débat, de la controverse, même vive. Enfin, il me semble quand même que la liberté, les idées, la liberté d'expression, l'argumentation, la confrontation intellectuelle, c'est quand même le centre de la vie des universités. Et le fait qu'on refuse l'accès à des gens qui ne pensent pas comme vous, ça me semble très préoccupant. Et c'est pour ça que je voudrais féliciter. Non, mais parce que cette idée d'avoir ce cycle de conférences en ouvert réplique, à tous, de très haut niveau. C'est une annonce en exclusivité sur Public Sénat. Connu Pierre Vermoult, la confiance ne se décrète pas, elle se mérite. Merci, on va s'arrêter sur ces mots et ce bravo. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Demain 7h30, vous retrouvez Oriane Mancini dans Bonjour chez vous. L'invité sera Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat. Bonne soirée.